Bonjour, j'avais prévu de réaliser ma prochaine vidéo sur un tout autre sujet, mais j'ai décidé de faire un petit aparté sur le débat récurrent de qui, entre les cliniciens et les chercheurs, détiennent la vérité, si tant est qu'elle existe. C'est vrai que pour cette question se pose pour, je crois, absolument tous les domaines de la vie, mais elle se pose encore aujourd'hui au sujet des personnes dites à haut potentiel intellectuel. Il y a en effet une espèce de guéguerre pour savoir si les uns ou les autres sont plus à même de comprendre cette population. Pour tenter de répondre à cette question, résumons les rôles et les biais de chacun. Les psychologues cliniciens font de la clinique, c'est-à-dire qu'ils reçoivent des personnes en consultation qui viennent avec une certaine demande, très souvent une demande d'aide, car elles ne vont pas bien. Ces psychologues vont alors inférer, en fonction de leur orientation théorique, une explication au mal-être qui amène à consulter. Et ce n'est qu'une interprétation. Par ailleurs, l'orientation théorique sur laquelle s'appuie cette interprétation peut avoir été validée scientifiquement ou pas, mais ça, c'est une autre histoire. De leur côté, les psychologues chercheurs ne sont pas directement en contact avec des personnes. Cela peut être considéré comme un point faible, parce qu'ils peuvent être déconnectés du terrain, mais cela peut aussi être un point fort, car il s'agit surtout de prendre du recul pour analyser ce qui pourrait n'être que le reflet d'un épiphénomène, c'est-à-dire ne correspondre qu'à une ou une poignée de personnes, mais qui en fait ne reflète pas la majorité des personnes. Pour ce faire, les psychologues chercheurs vont, sur un large échantillon, codifier, mais aussi quantifier l'observation d'un ou de plusieurs traits, puis, à travers l'analyse statistique, ils vont pouvoir dire si ce trait est également observable dans la population étudiée et dans quelle proportion. Donc, les cliniciens zooment sur une personne et les chercheurs dézooment et étudient une population. Les cliniciens interprètent selon ce qu'ils voient ou alors selon ce qu'ils pensent voir, alors que les chercheurs interprètent à travers des données chiffrées. Mais, et oui, il y a un mais, on pourrait se dire que l'expérience de terrain des cliniciens prévaut sur les résultats des chercheurs pour comprendre non pas cette fois-ci une personne, mais une catégorie de personnes. Après tout, à force de voir des personnes qui ont un certain point commun, ici le QI, on pourrait tenter de croire que les personnes reçues en consultation sont les mêmes que les personnes en dehors des consultations. Cela pourrait effectivement être le cas, mais c'est sans oublier que les psychologues cliniciens ne sont pas exempts d'erreurs d'interprétation et de biais cognitifs. Je parlais justement lors de ma première vidéo des biais liés à un paradoxe entre le stéréotype que l'on se fait des personnes surdouées et ce que l'on peut observer. Par exemple, waouh, être surdoué, ça doit être vraiment bien. On doit pouvoir faire plein de choses hyper intéressantes et réussir sa vie. Tiens, ce type est surdoué et ne réussit pas sa vie. Ce n'est pas normal. Cela ne correspond pas à l'idée que je me fais d'une personne surdouée. S'il y a un problème, et il y en a là, je vois, c'est que l'intelligence est en fait le problème. Alors, on voit que ce raisonnement est simpliste et amène à interpréter, voire à surinterpréter certaines choses, là où il n'y a peut-être rien à interpréter, ou en tout cas pas à créer un lien de causalité. Un psychologue clinicien qui serait en admiration devant ce type de personnes pourrait se dire, lorsqu'il les voit résoudre des problèmes, « Waouh, il raisonne vite, il a donc une pensée puissante !» Ou s'il est perdu dans son flot de paroles, « Waouh, il part dans tous les sens, je ne comprends rien, mais il a donc une pensée en arborescence. » Mais deux choses. La première est, comme je le disais tout à l'heure, il faut que ce soit interprété d'après un modèle théorique. Et ici, il ne s'agit que d'impression, il n'y a pas de modèle théorique. La seconde est que l'on ne peut pas généraliser à une population entière ce que l'on a d'ailleurs peut-être mal interprété sur une poignée d'individus.
Et c'est à ce moment-là que le psychologue chercheur intervient. Il va travailler à deux niveaux. Le premier, comme je le disais il y a un instant, c'est de se demander si ce qui est observé chez les cliniciens s'observe de manière générale chez toutes les personnes ou alors chez une partie de ces personnes. Si c'est le cas, alors il va s'attacher à comprendre le mécanisme qui permet à un trait observé d'apparaître. Il aura ainsi plusieurs hypothèses qu'il va pouvoir tester de manière différente. Certaines hypothèses vont être réfutées grâce aux statistiques et d'autres vont pouvoir être gardées pour de nouvelles expériences encore plus fines et ainsi de suite. D'autres chercheurs vont vouloir répliquer cette expérience car il se peut que le résultat soit un effet du hasard, un effet d'échantillonnage par exemple si on a choisi que des personnes qui se rendaient dans le cabinet des psychologues. Et lorsque plusieurs recherches vont dans le même sens, on peut estimer que la première hypothèse est vérifiée, mais jamais pour toujours, et jusqu'à preuve du contraire. La science fonctionne ainsi. Elle doute toujours, elle se remet toujours en cause. Un autre biais extrêmement important lié aux psychologues cliniciens est, comme je le disais aussi tout à l'heure, que ce qu'ils pensent voir n'est qu'une interprétation et donc forcément cette interprétation est liée à une vision du monde. Elle ne peut pas et surtout elle ne doit pas être prise pour argent comptant, même si elle est partagée par d'autres cliniciens car eux-mêmes peuvent avoir la même interprétation déformée de la vision du monde. Si certains psys sont fascinés par cette thématique du haut potentiel intellectuel, il y a aussi des psys ou des coachs qui s'y investissent parce qu'ils se sentent concernés et trouvent dans les caractéristiques énoncées des explications clés en main de leur mal-être. Ils vont forcément interpréter chaque individu qu'ils rencontrent à travers ce prisme en éliminant ce qui ne rentre pas dans leur cadre et en choisissant ce qui y rentre. C'est ce qu'on appelle un biais de confirmation. Et voilà comment se propagent des mythes de professionnel en professionnel parce que ceci nous parle. Mais, est-ce vrai pour autant ? Pour y remédier, ou plutôt pour tenter d'y remédier, une seule méthode, l'esprit critique, la prise de recul, la métacognition et l'analyse du fonctionnement propre d'une personne, et non pas chercher dans cette personne ce qui corrobore nos croyances. À bientôt!